Nicolas Guerrero, bonjour. Bonjour Audrey. Alors vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes aussi vous-même diplômé de Sciences Po et de l'ESSEC et donc vous enseignez en classe préparatoire aux IEP et aux écoles de commerce et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages aux éditions Studirama. Tout à fait. Alors nous allons faire avec vous un état des lieux de la laïcité en France, une question actuelle brûlante et souvent sensible en France. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la loi, le principe fondateur de cette laïcité, et comment aujourd'hui ce principe s'articule avec les débats et les enjeux actuels? Alors effectivement, vous avez raison, c'est une question fondamentale, évidemment, la question de la laïcité. Alors, pas seulement en France, mais également dans nos voisins européens, mais on va rester sur le cas de la France. Alors, souvent, les gens connaissent souvent la loi de 1905, sans bien savoir d'ailleurs ce qu'il y a dedans. Donc, l'idée, c'est peut-être de faire un petit peu un point sur qu'est-ce que dit la loi et quelles sont les questions qui aujourd'hui traversent la société française sur cette question. La loi du 9 décembre 1905, c'est une loi qui s'appelle la loi de la séparation des églises et de l'État. Et on peut la lire, dedans on ne parle pas de principe de laïcité. Le terme laïcité, le principe de laïcité n'apparaît pas dans la loi 1905. Le principe de laïcité, il a été consacré dans la Constitution du 27 octobre 1946, la 4ème République, et dans la Constitution du 4 octobre 1958, la Constitution de la 5ème République, à chaque fois dans l'article 1er. Donc c'est un principe de valeur constitutionnelle, mais qui ne figurait pas dans la loi de 1905. Aujourd'hui, et depuis des dernières années, on voit que la société française est marquée par plusieurs débats et traversée par plusieurs débats dont le dénominateur commun ou le point commun, c'est l'interrogation sur le sens et les contours à donner à cette laïcité en France. Et il y a deux points, à mon avis, qui sont assez saillants. Premier point, c'est de rappeler quel est le cadre juridique, c'est quoi la laïcité aujourd'hui en France, ça veut dire quoi, c'est ce qu'il y a dans les textes. Et ensuite de voir aujourd'hui comment est-ce que ces textes s'articulent de manière plus ou moins délicate, plus ou moins sensible, plus ou moins compliquée, avec des réalités nouvelles. Alors justement, premier point, on va revenir sur ce cadre juridique qui entoure la laïcité. Alors effectivement, il y a cette loi de 1905 qui est une loi tout à fait fondamentale et qui fait aujourd'hui l'objet de beaucoup de débats, certains souhaiteraient qu'elle soit modifiée. En fait, ce régime juridique pose deux principes importants. Un principe d'abord de liberté de conscience et de culte, et un principe de séparation des cultes et de l'État. Alors, s'agissant d'abord du principe de liberté de conscience et de culte, c'est que la Déclaration d'abord des droits de l'homme et des citoyens de 1789 pose dans son article 10, bien avant la loi de 1905, en 1789, un article qui disait que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. Ça, c'était 1789, et la loi de 1905, dans son article 1er, vient nous dire la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Donc c'est toujours cette idée de liberté de conscience et de liberté de culte. Et il y a une protection pénale de cette liberté de conscience et de liberté de culte, puisque la loi de 1905 introduit également des incriminations pénales dans le code pénal, dans la mesure où le fait de vouloir contraindre quelqu'un à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte est pénalement sanctionné. Donc voilà pour la liberté de conscience et de culte. Le deuxième principe fondamental, c'est le principe de séparation des cultes et de l'État. Et c'est l'article 2 de la loi de 1905 qui nous dit que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Ce qui est un principe tout à fait essentiel évidemment. Et donc ça veut dire que non seulement l'État n'impose aucune religion d'État, mais en plus il considère que l'activité religieuse doit être du domaine strictement privé. Voilà. Et la conséquence de cela, c'est qu'il y a une obligation de neutralité face aux croyances, qui est très strictement entendu pour les agents publics, les agents de l'État, au nom d'un principe d'égalité, de l'égalité de traitement des usagers. Voilà. Donc, principe de laïcité qui a pour conséquence cette séparation des cultes et de l'État. Alors, depuis l'instauration de ces différents cadres légaux et juridiques, il y a à plusieurs occasions, l'État a pu repréciser ce qu'était la laïcité. Peut-être que vous pouvez nous citer plusieurs exemples. Oui, alors effectivement, l'État a été amené à, en tout cas plus exactement, la jurisprudence a été amenée à préciser le champ d'application de ce principe de laïcité à la française. Et il y a dans plusieurs domaines, notamment les rites religieux, les prescriptions, les rites religieux,
notamment s'agissant des abattages rituels. Et on a un décret de 1997 qui vient apporter une dérogation à l'obligation d'étourdissement des animaux avant la mise à mort. Un deuxième élément, c'est dans le cadre de l'enseignement public. Le Conseil d'État, donc, qui est la juridiction suprême de l'ordre administratif, a rappelé que les volontés des élèves de manifester leurs obligations, leurs croyances religieuses ne devaient pas porter atteinte à leur obligation d'assiduité. Le Conseil d'État a estimé que des autorisations d'absence ne pouvaient être accordées que dans la mesure où elles étaient compatibles avec l'accomplissement des tâches inhérentes aux études et à l'ordre public dans le cadre de l'enseignement. Et puis le dernier élément qu'on peut citer, c'est dans le domaine médical. Dans le domaine médical, il y a eu un arrêt là encore une fois du Conseil d'État où le Conseil d'État a considéré que le médecin, compte tenu du serment qu'il a prêté, le serment d'Hippocrate, lorsque un patient nécessite un acte indispensable à sa survie, quelle que soit, nous dit le Conseil d'État, l'obligation pour le médecin de respecter les croyances religieuses du patient, sa responsabilité ne peut pas être engagée dans l'hypothèse où on est dans une situation extrême, où dans le seul but de le sauver, il a dû réaliser cet acte indispensable à sa survie. Donc il n'y a pas de faute du médecin dans cette hypothèse-là. Alors depuis l'instauration de cette laïcité, la société française a beaucoup évolué. Comment aujourd'hui ce principe s'articule avec ces réalités qui sont finalement nouvelles? Alors vous avez raison, beaucoup de débats sont nés dans les années 1980 et notamment peut-être certaines personnes qui nous écoutent se souviennent des incidents au collège de Creil dans l'Oise en 1989 sur le port du voile de 3 étudiantes, 3 élèves qui avaient été renvoyées. Le Conseil d'État, réuni en assemblée, avait rendu un avis dans lequel il estimait qu'il y avait un principe de compatibilité entre la laïcité et le port de signes non ostentatoires, manifestant de manière non ostentatoire une appartenance religieuse. Ce qui avait pour conséquence deux séries de principes. Premier principe, c'est que si un règlement intérieur d'un établissement public prévoit une interdiction générale et absolue, elle est interdite, elle est illégale, elle n'est pas régulière et donc elle a vocation à être annulée. Et la deuxième conséquence, c'est que le juge administratif apprécie au cas par cas le caractère ostentatoire ou pas. La réalité, c'est que dans les années 90 et début des années 2000, il y a eu un très grand nombre d'entorses à ce principe de laïcité. Et donc une commission a été rassemblée autour de Bernard Stasi, qu'on appelait la commission Stasi par le président de la République à l'époque, et cette commission Stasi a rendu des recommandations, un rapport, et cette commission a invité le législateur à intervenir en la matière et à venir consacrer dans la loi cet avis qui avait été donné par le Conseil d'État, dans cet avis du Conseil d'État de 1989. Et donc c'est ainsi qu'est née la loi du 15 mars 2004, qui, je crois beaucoup connaissent, qui est venue poser dans l'article 1er le principe selon lequel dans les écoles, les lycées publics, c'est-à-dire les établissements primaires et secondaires publics, donc école, collège, lycée, uniquement le public, pas le privé et pas le supérieur. Le port de signes et de tenues manifestant une appartenance religieuse de manière ostensible est interdite. Le caractère ostensible. Alors évidemment, la marge d'intervention de la jurisprudence, c'est sur le caractère ostensible ou pas. Mais, et la Cour de cassation l'a rappelé, c'est que le principe de la liberté de religion, manifester sa religion, qui est posée par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas absolu et doit se concilier avec d'autres impératifs. Et c'est ce que nous dit cette loi de 2004. Alors, autre source récurrente de contentieux, celle du financement des lieux de culte. Absolument. Depuis les années 2000, un débat est né de manière assez récurrent sur la question du financement des lieux de culte et la nécessité, pour certains observateurs, de revenir, en tout cas d'apporter des modifications à la loi de 1905. Aujourd'hui, il existe juridiquement 3 possibilités pour une mairie, pour une municipalité, pour favoriser la construction de lieux de culte. La première possibilité, c'est d'accorder des subventions indirectes à des associations qui ensuite construisent des lieux de culte. La deuxième possibilité, c'est de garantir des emprunts
contractés pour la construction des lieux de culte. Et la troisième possibilité, c'est lorsque la municipalité cède à des associations cultuelles un terrain qui sera utilisé pour la construction d'un édifice de culte sur ce qu'on appelle un bail amphithéotique, c'est-à-dire un bail long, d'une durée de 18 à 99 ans, et souvent à des conditions tarifaires assez avantageuses. Et c'est effectivement cette dernière possibilité, cette troisième possibilité, qui, depuis plusieurs années, fait l'objet d'un contentieux assez nourri devant les juridictions administratives, et notamment, il y a quelques années, près du tribunal administratif de Marseille, parce que la municipalité de Marseille avait accordé par une délibération du conseil municipal un bail amphithéotique à une association qui était la mosquée de Marseille, et un recours avait été formé devant le tribunal administratif de Marseille, et le tribunal administratif de Marseille avait annulé la décision du conseil municipal en considérant qu'elle venait méconnaître, qu'elle venait violer l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 qui interdit toute subvention publique occulte. Pourquoi? Parce que le montant du loyer était considéré comme trop faible, 300 € je crois en l'espèce. Et donc on voit bien aujourd'hui que ce principe de laïcité vient s'articuler de manière assez délicate avec des réalités nouvelles. Nicolas Guerreiro, merci. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et enseignant en classe préparatoire aux IEP et aux grandes écoles de commerce et que vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages aux éditions Studirama, dont Les questions économiques européennes, pouvoir et institutions en France et en Europe, ainsi que Système politique et histoire des idées. À bientôt.